Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de Médias en scène sur la thématique médias et climat. Pourquoi n'a-t-il jamais été aussi urgent d'agir? J'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir nos invités, à commencer par vous, Jean Jouzel. Vous êtes climatologue et glaciologue, figure de proue de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous êtes également ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe international des experts pour le climat. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences et également membre plus récemment du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bienvenue à vous. Bonjour Camille Loiseau, bonjour Camille Etienne. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, merci de cette invitation à Médias en scène. Avec plaisir. Et Camille Etienne qui nous appelle de Savoie, si je ne me trompe pas. Oui. Donc Camille, vous êtes activiste pour le climat. Vous êtes également étudiante à Sciences Po. Je crois que vous êtes en année de césure actuellement. Et par ailleurs, vous êtes porte-parole du mouvement On est prêt, un groupement de youtubeurs et de créateurs engagés pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour la biodiversité à travers l'invitation de millions d'abonnés à agir concrètement à travers des défis. Donc, bienvenue Camille. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec tous ces gens que j'admire sur le même plateau. De loin, mais je suis là quand même. Et c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup à tous les deux. Donc pour débuter cette discussion sur climat et médias, pourquoi n'a-t-il jamais été aussi urgent d'agir? Je vais d'abord me tourner vers vous, Jean Jouzel, puisque les travaux du GIEC nous le répètent assez régulièrement. Les hommes, de par leurs activités humaines et par la consommation d'énergie fossile, donc charbon, pétrole et gaz, ont fait augmenter artificiellement les gaz à effet de serre dans l'atmosphère jusqu'à atteindre une augmentation de la température de l'ordre de plus 1 degré, même un peu plus, depuis l'ère pré-industrielle. Donc on ne cesse de le répéter depuis, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'avez cessé de le répéter au cours de votre carrière. Pourquoi n'a-t-il jamais été aussi urgent d'agir, Jean Jouzel? Oui, répéter d'abord que c'est une réalité, comme vous l'avez dit Camille. C'est une réalité dans l'atmosphère. Les 6 dernières années ont été les plus chaudes, les 6 années les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. On le retrouve aussi dans l'océan, dont le niveau s'élève de 3 à 4 mm par an, à cause du réchauffement de l'océan, mais aussi de la fonte des glaciers, de la contribution du Groenland et de l'Antarctique. Le GIEC conclut de façon très claire que le réchauffement est sans équivoque, que c'est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Nos émissions ont doublé depuis 50 ans, depuis les années 70. Et il n'y a donc pas de surprise, ce réchauffement est bien là, 1 degré largement maintenant, depuis le début du XXe siècle. Et surtout, c'est ce vers quoi nous allons qui est important pour les jeunes d'aujourd'hui et qui fait, je crois, l'urgence d'en parler encore plus. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, en gros, le réchauffement climatique, il est joué au cours des 20-30 prochaines années. Il sera de l'ordre de 1 degré supplémentaire en France. Il dépend assez peu de ce que nous allons faire au cours des 10 prochaines années. Mais ce n'est pas le cas pour la deuxième partie de ce siècle. Et si on veut que les jeunes d'aujourd'hui, et je me tourne vers Camille et tous les jeunes qui nous écoutent, vivent dans un climat, il sera différent de celui d'aujourd'hui, il fera plus chaud, mais il est important qu'on a une capacité d'adaptation, mais pour pouvoir s'adapter, c'est ça l'esprit de l'accord de Paris, eh bien, il faut limiter ce réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés par rapport au point industriel, c'est-à-dire à peu près 1 degré de plus qu'aujourd'hui, et si possible 1,5 degré. Vu du point de vue du climatologue, c'est vraiment encore beaucoup mieux. Alors ça, c'est l'objectif auquel je crois on peut adhérer collectivement. Penser à ces jeunes d'aujourd'hui, l'inaction, eh bien, les emmènerait vers un climat auquel ils ne pourraient pas faire face. 4 à 5 degrés supplémentaires, c'est quelque chose où dans certaines régions de la planète, on ne pourra vraiment pas faire face. Pour y faire face, eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. En gros, respecter les objectifs de l'accord de Paris demande de diminuer nos émissions au cours des 10 prochaines années à l'échelle planétaire de l'ordre de 40%, voire plus, les diviser par 2 pour 1,5 degré. Donc c'est quelque chose d'énorme, il faut s'y mettre tout de suite, il ne faut pas attendre. Et puis à plus long terme, à échéance de 2050, il faudrait neutralité carbone pour 1,5 degré et neutralité carbone en 2070 pour 2 degrés. Eh bien, nous avons déjà pris beaucoup de retard. Les engagements de l'accord de Paris, donc il s'agit des 10 prochaines années, 2021-2030. Les engagements
sont là, mais ils sont largement insuffisants. C'est reconnu dans l'accord de Paris. Il faudra les multiplier par 3 sur les 10 prochaines années pour respecter l'objectif 2 degrés, par 5 pour l'objectif 1,5 degré. Donc on voit bien l'urgence de redire la réalité du réchauffement climatique, la nécessité de lutter contre ce réchauffement climatique de manière vraiment extrêmement importante, extrêmement rapide. Aujourd'hui, il ne faut pas retarder. Depuis 15 ans maintenant, nous disons que 2020 sera une année charnière, et c'est vraiment le cas. L'urgence de répéter pour permettre donc aux nouvelles générations de s'adapter. Camille, vous faites partie de cette nouvelle génération. Vous avez fait pas mal parler de vous en août dernier lors de votre prise de parole aux universités d'été du MEDEF, où vous n'avez pas hésité à pointer du doigt la déficience de notre système économique, à la fois d'un point de vue social et environnemental. L'audience et la présentatrice ont été pour le moins hostiles à votre prise de parole, mais vous ne vous êtes pas laissé démonter. Camille, ton parcours est emblématique d'une partie de la jeune génération qui a décidé d'agir. D'où vous vient cet engagement? Merci déjà. Pour dire, je ne sais pas dans quelle mesure c'est emblématique parce que j'ai eu beaucoup de chance. En effet, là, je suis confinée dans mes montagnes. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai peur que ça fasse sauter la connexion, mais j'ai vraiment face à moi, dès que je me lève, on vit dans un petit village magnifique en Savoie où on vit au rythme des saisons. L'hiver, quand la neige tombe, on ne peut pas utiliser la voiture pour venir, donc on fait autrement. On grandit avec les fruits et légumes du jardin, on grandit avec les saisons et vraiment en rythme avec la nature. C'est pas quelque chose qu'on a intellectualisé, c'est quelque chose qui de fait est là partout, tout le temps. Dès qu'on se lève, on se prend cette claque d'humilité face à la nature, et l'humilité à la base, ça veut quand même dire humus, ça veut dire la terre. Donc je pense que c'est de là qu'est né mon engagement, c'est-à-dire que j'avais inversé ce rapport par rapport à la nature, où pour moi ça me paraissait fou de concevoir que nous, en tant que petits humains qui sommes là depuis quelques secondes sur la Terre, si on la ramène à l'échelle d'un an, et qui représentons une toute petite partie du vivant, soyons capables de la dominer et de la menacer de cette manière-là. Donc c'était une notion que je comprenais pas bien. Et en fait, c'est en arrivant à Paris, à Sciences Po Paris, que je me suis rendu compte que j'avais un réel privilège, et qu'en fait, cette chance d'avoir grandi au milieu des montagnes avec des parents très conscients, c'était en réalité un privilège comme un autre. Il y a le privilège économique, des privilèges de couleur, il y a un privilège en tout cas d'avoir grandi dans la nature. Et donc avec les privilèges viennent les responsabilités. Et c'est pour ça que je me suis dit, très bien, il y a un certain nombre d'étudiants, de jeunes, de moins jeunes, qui vont avoir des responsabilités demain et qui ne sont pas au courant de l'urgence, qui ne connaissent pas cette nature. Et donc le fait de ne pas la connaître crée de la peur. C'est ce qui nous fait, en fait, ce qui nous fait peur. On a envie de s'en protéger et donc aussi de le dominer. C'est un réflexe un petit peu humain. Donc je me suis dit que j'allais essayer de participer à changer ça et à lever ma voix pour toucher tout ça. Mais je voulais juste revenir sur le fait sur la jeunesse. Est-ce que c'était emblématique ou pas comme engagement? Je crois que pour élargir un petit peu à mon cas précis, mais il y a aussi toute cette jeunesse qui se lève, qui est très plurielle. Et en fait, il n'y a pas du tout qu'une seule manière de s'engager. On nous voit dans la rue, on nous a vu, moi je fais beaucoup de lobbying avec Greta, Louisa, Hanouna et d'autres au niveau européen, devant les caméras, mais aussi en dehors des caméras. Ça peut être le cas au MEDEF avec des dirigeants économiques. Mais il y a énormément de manières de s'engager. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette jeunesse-là doit beaucoup aussi aux scientifiques comme Jean Jouzel. Je sais qu'il passe beaucoup de temps avec les jeunes, et comme plein d'autres climatologues, experts, biologistes. Je travaille beaucoup avec Gilles Boeuf, par exemple, qui passent du temps en fait et qui se rendent compte que cette petite fenêtre médiatique qu'on nous offre, cette tribune, cette lumière qu'on met sur cette jeunesse qui se lève, ça peut être une opportunité pour que enfin on écoute la science. Et en fait, notre message est très simple. C'est uniquement celui-ci, c'est de dire, on a d'un côté des experts, des scientifiques qui nous disent, voilà la projection, voilà la route qu'on s'apprête à prendre si jamais on ne fait rien, voilà celle qu'on pourrait prendre si jamais on agit. Et donc nous, on a simplement envie d'essayer de vulgariser un peu tout ça, de rendre ça accessible et attrayant au grand public. Et c'est là que les médias ont un vrai rôle à jouer, parce que vous êtes ceux qui avaient le pouvoir de nous faire passer de l'ombre à la lumière, et donc en fait que nos idées, que les idées des scientifiques aient un impact très concret sur notre manière d'être au monde. Oui. En parlant des médias justement, et avant qu'on mette la lumière donc, sur la science et sur les rapports scientifiques du GIEC notamment, pendant longtemps, et même si c'est moins le cas aujourd'hui,
le discours climato-sceptique a été largement relayé sur la place publique et notamment à travers les médias, avec en France la figure de Claude Allègre qui a publié un livre en 2010 qui s'intitule « L'imposture climatique » qui a été beaucoup présenté sur les plateaux télé à l'époque. Alors Jean Jouzel, j'ai envie de vous demander, le climato-scepticisme est-il bel et bien mort et comment les journalistes arrivent à faire la part des choses aujourd'hui? Et enfin, est-ce que vous observez une réelle évolution du paysage médiatique sur ces questions ces dernières années? Oui, une réelle évolution du paysage médiatique sur les dernières années. Il faut quand même resituer, c'est vrai que dans les années 2000, je dirais, ou dans les années 90 et les années 2000, les médias ont accordé beaucoup de place au climato-scepticisme, alors que dans la communauté scientifique, celle-ci avait que très peu de place. C'est vraiment ce sont que quelques chercheurs, et souvent en dehors de nos disciplines, qui sont climato-sceptiques. Quand on prend l'ensemble de la communauté scientifique vraiment impliquée dans l'étude des aspects climatiques, il n'y a pas de climato-scepticisme. Alors pourquoi ça a disparu? D'abord, c'est la réalité du réchauffement climatique. Ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous anticipions il y a une trentaine d'années en termes de rythme de réchauffement, de ces événements extrêmes qui deviennent de plus en plus perceptibles, de l'élévation du niveau de la mer qui s'accélère. Donc, devant les faits, il faut effectivement s'incliner. Notre problème, c'est que la réalité est bien là, mais c'est un peu trop tard. C'est-à-dire, dans cet aspect du réchauffement climatique, les causes précèdent les effets de 3-4 décennies. Ça dépend de ce que l'on regarde, mais c'est quand même largement le cas. Et c'est vrai il me semble quand même que les médias, à un moment, n'ont pas vraiment joué le jeu. C'est-à-dire, certains médias l'ont, mais bon, voilà, c'est la réalité. Il n'y a pas eu vraiment... Il y a eu beaucoup de place laissée au climato-scepticisme, peut-être un peu trop longtemps. Il y en a toujours du climato-scepticisme, c'est clair, mais il est moins visible, moins mis en avant. Quand les citoyens sont moins sceptiques aussi, au moins quand on leur dit le climat change, beaucoup de gens acceptent ce constat, je dirais. Oui. Mais c'est ça la difficulté. Passer du constat à l'action reste extrêmement difficile. Et oui. C'est là aussi où on a besoin des médias. Complètement. D'autant que vous le disiez, il n'y a pas de climato-scepticisme parmi les spécialistes du climat et Claude Allègre, qui est néanmoins membre de l'Académie des sciences et géochimiste, n'est pas spécialiste du climat. Camille, vous avez publié une vidéo pendant le premier confinement qui a accumulé plus de 15 millions de vues en 2 semaines, qui s'appelle « Réveillons-nous » et dans laquelle vous invitez les jeunes, la jeune génération, à agir et notamment à devenir une génération intranquille, pour reprendre vos termes, et indignée. Est-ce que vous pensez que les médias alternatifs et peut-être aussi les réseaux sociaux ont un rôle à jouer pour rendre compte de l'urgence climatique dans laquelle nous sommes actuellement et que peuvent-ils apporter de différent par rapport à des médias traditionnels ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut savoir aussi s'adresser à sa génération avec les codes. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre un petit peu les codes, savoir jouer un peu avec les règles pour en changer les bases du jeu, si on compare tout ça à un jeu. C'est-à-dire que quand je vais au MEDEF, quand je vais rencontrer des patrons, je fais l'effort de, si ça peut les rassurer, de mettre un costume et des talons. Je suis capable, là, aujourd'hui, de me présenter de manière à ce que vous écoutiez ma parole et que vous ne soyez pas en train de débattre pendant des heures sur ma tenue ou voilà. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que cette jeunesse regarde beaucoup les réseaux sociaux. C'est un outil qui fait peur parce qu'il est très puissant. On se rend compte à quel point ça peut influencer nos vies, à quel point ça influence notre manière de penser, à quel point les algorithmes font qu'on reste enfermé dans une manière de penser. Donc, c'est très puissant. Et donc, j'ai envie d'utiliser ces codes-là aussi pour essayer de changer les choses et de parler à toute une génération qui, en réalité, lit très peu la presse traditionnelle. Après, la presse traditionnelle a un réel impact et un réel intérêt. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui si je ne croyais pas. Mais en fait, pour moi, l'intérêt aussi des réseaux sociaux, c'est ce côté artistique qui permet. Et en fait, bousculer un petit peu des codes. Et oser parfois aller plus loin. En fait, on peut tout faire sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de règles. On nous dit souvent que ça doit être des formats courts, des formats visuels. Nous, on a fait des vidéos, et je serais ravie d'inviter Jean Jouzel une fois, d'une heure et demie où on parle à des climatologues, à des experts en direct sur Instagram. Et en fait, ça fait quand même des milliers de vues parce que les gens ont envie de savoir. C'est faux de croire que les jeunes s'en fichent et qui préfèrent faire autre chose. En réalité, toute cette jeunesse a envie de comprendre. Et je crois qu'on ne peut pas agir tant qu'on n'a pas réellement compris. On a l'impression que le constat est fait. Et là, je m'adresse plus généralement à tous les médias. Très, très rapidement, en 30 secondes, si tu me laisses, Camille, 3 points vraiment hyper importants à comprendre. C'est que
peut-être que je crois trop en l'humain, mais je pense sincèrement que si tout le monde était au courant et avait ce niveau de connaissance qu'on peut avoir en passant une trentaine d'heures à lire réellement ce qui se passe sur le réchauffement climatique et la biodiversité, eh ben, on n'en serait pas là. Je pense qu'il y a vraiment un manque d'information et que là, les médias et tous les médias, les réseaux sociaux et les médias traditionnels ont un rôle incroyable. Reporters d'Espoir avait fait une enquête, il n'y avait que 1% des sujets dans les médias qui traitaient l'urgence climatique. Alors on a l'impression entre nous qu'on en parle assez parce que on est dans cette bulle et on regarde les mêmes choses et les mêmes journaux et les mêmes journalistes. En réalité, c'est pas le cas. On a encore vraiment, vraiment besoin de vous et vous avez une grosse responsabilité. Et en très rapidement, 2 autres points. Vous pouvez penser que ça intéresse pas les gens, qu'on va les rendre tristes, que c'est un truc pour les générations futures ou que c'est un espèce de hobby de jeunes qui se passionnent pour les pandas ou les ours bruns. Très clairement, non. En fait, ça concerne les humains. Il y a déjà 50 000 personnes qui meurent en France de la pollution de l'air chaque année, 40 000 avec le Covid. Donc, on aimerait que vous traitiez de la même manière l'urgence et la crise climatique, que vous les traitiez de la même manière que la crise du Covid. Et c'est pas non plus, donc c'est pas qu'une hobby pour les animaux, ça concerne les hommes et c'est aussi maintenant. Comme le disait Jean Jouzel, c'est aussi des choses qui se passent aujourd'hui et rien qu'aujourd'hui, ça vaut le coup qu'on en parle, qu'on reste indigné, intranquille, parce que on peut décider en fait d'inverser tous ces rapports, d'inverser ces courbes. Le fameux monde de demain dont on met partout dans les tribunes, bah, ça dépend ce que nous on en fait concrètement aujourd'hui. Et là, on a besoin de vous pour aider à mettre la lumière sur toutes ces solutions qui existent. Jean Jouzel, pensez-vous que les médias doivent plus clairement s'engager dans la prise en compte de l'urgence climatique et finalement jusqu'où peuvent-ils aller pour ne pas déroger à leur impartialité ? Oui, je crois que les médias ne doivent pas déroger à leur impartialité. C'est très important. Je pense que ce que peuvent faire les médias, c'est effectivement en parler plus, mais je sais les difficultés. Généralement, les journalistes scientifiques qui s'adressent à nous disent aussi la difficulté qu'ils ont dans leurs propres médias disons simplement, à parler de ce qui leur touche à cœur. Donc, comme le dit Camille, ce ne sont pas les gens de notre communauté, y compris les journalistes scientifiques, je dis au sens large, qui sont en cause, mais c'est la difficulté pour eux de s'imposer. Donc, je crois qu'il y a beaucoup à faire du côté des médias, mais les médias ne doivent pas... doivent continuer à avoir un œil vraiment très large, très impartial, regarder tous les aspects économiques, les aspects sociaux. Un des points importants des conséquences du réchauffement climatique, c'est ce risque d'accroissement des inégalités. On ne peut pas dissocier la crise climatique, la crise écologique des problèmes sociétaux, des problèmes économiques et aussi des problèmes culturels. Donc c'est une vision très large du réchauffement climatique que je vous invite à voir, mais que vous avez généralement. Personnellement, je suis extrêmement satisfait. Enfin, j'ai commencé à, disons, avoir des contacts avec les médias il y a probablement une quarantaine d'années. Je n'ai jamais eu de problème. Je pense vraiment que les médias en France sont de bonne qualité. Pour rebondir sur ce qu'a dit Camille, effectivement, moi, des choses qu'on me dit dans les jeunes, c'est on a été heureux de vous voir ou de te voir sur Thinkerview. Alors j'ai compris, parce qu'il y a eu 1h30 sur Thinkerview et tout le monde parle de ça avec Pierre Larrouturou. Voilà, je comprends que c'est important d'aller sur les réseaux sociaux. J'y vais pas assez, Camille, alors je retiens l'invitation. Voilà. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une étude qui est sortie récemment, d'ailleurs, une des tables rondes en parlait ce matin, mais de la revue des médias, qui disait que néanmoins, dans les JT en France, depuis une vingtaine d'années, la couverture des sujets environnement avait été multipliée par 3, je crois. Oui. Donc ça avance quand même. Oui, moi j'ai eu beaucoup d'invitations aux 20h, que ce soit sur TF1 ou sur France 2, depuis, mais disons, ça augmente plutôt, effectivement. Tout à fait. Pour terminer cette discussion, j'aimerais vous poser la même question à tous les deux, peut-être en commençant par vous, Camille. Qu'est-ce que la crise actuelle nous révèle et en quoi peut-elle peut-être nous permettre d'appréhender l'urgence climatique différemment ? Je ne reviendrai pas sur le lien entre la déforestation, l'artificialisation des sols et la crise du Covid. Je pense que si vous prenez le temps de taper ça, vous aurez des articles scientifiques beaucoup plus complets et clairs que moi. Donc, je vais prendre ces quelques secondes pour vous dire juste que regardons la manière dont ça a été traité par nos politiques. On peut critiquer et dire qu'il y avait d'autres choses à faire, etc. Je ne suis pas du tout virologue, je ne saurais pas dire comment, je n'aurais absolument rien fait à leur place. Ça doit être affreux de devoir traiter une pandémie mondiale en quelques semaines. Toujours est-il que si on nous avait dit il y a 2 ans que du jour au lendemain, en 24 heures, tous les avions allaient rester cloués au sol, qu'on allait mettre en télétravail des millions de personnes, qu'on allait confiner chez eux des millions de personnes, qu'on allait forcer de manière punitive des gens à porter des masques, à ne pas sortir chez eux après une certaine heure ou à ne pas sortir chez eux sous certaines conditions, personne n'y aurait cru.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dès qu'une crise est là, dès qu'une menace est là, on sait y répondre. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Il y aura toujours des conséquences. Chaque fois qu'on fait un choix, qu'on décide de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il y a des conséquences. C'est un écosystème, c'est le principe du vivant. Mais donc, on est capable de prendre des décisions qui ont un impact assez sévère et dur sur la vie des gens pour leur bien. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand on a une urgence qui est encore plus démentielle et encore plus grande et encore plus longue, qui est cette urgence climatique et aussi l'effondrement de la biodiversité, on n'en parle pas assez, mais les deux sont très très importants. Pourquoi est-ce que dans ce cas, on ne peut pas prendre ces mesures une fois que c'est fait? Donc voilà, ce que je voulais attirer votre attention, c'est se dire à quel point en fait peut-être qu'être radical et dans le sens aller à la racine du problème, c'est faisable beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et pour moi, c'est vraiment ce que ça révèle. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, et on me dit souvent, mais Camille, tu es trop utopiste, on ne peut pas arrêter cette grande machine économique, etc. C'est long, c'est compliqué, c'est un système. Eh bien, on voit que non. En réalité, quand on a une pandémie qui arrive, quand on a une conséquence et ben, quand on a une grande menace, on est capable de prendre des décisions. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand on a une menace qui est encore plus démentielle? Oui, mais un enseignement, enfin, point de vue du climatologue, les émissions entre 2019 et 2020 vont baisser de pour le moment 6-7% à l'échelle planétaire. Et c'est quand même ce qu'il faudrait faire chaque année jusqu'à 2030 si on veut rester sur des trajectoires qui, à long terme, permettent de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré. Et en fait, ça nous dit quoi, cette crise? Eh bien, ce n'est pas la seule réduction de l'activité qui va nous permettre de prendre la bonne direction. Il faut absolument changer complètement de mode de développement, aller de façon extrêmement volontariste vers une société sobre en carbone, le mot de sobriété est important dans cette dynamique. Donc c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire que, et ma crainte évidemment, c'est que la reprise économique eh bien, nous fasse repartir comme après 2009 ou le 2008 vers des émissions de gaz à effet de serre qui vont continuer à augmenter alors qu'il faudra absolument qu'elles diminuent rapidement. Je le dis, qu'elles passent d'au moins 40% d'ici 2030 pour 2 degrés divisé par 2 pour 1,5 degré. Et c'est ça l'enseignement. Il faut changer de mode de développement à l'échelle française, à l'échelle européenne et évidemment à l'échelle planétaire. Parce que la reprise n'est pas bas carbone pour l'instant. Oui, il y a, enfin, disons, ce qui est une petite note d'optimisme. Je souhaite terminer sur une note d'optimisme. C'est cette annonce quand même à la fois de la Chine de neutralité carbone en 2060, des États-Unis avec Joe Biden en 2050, de l'Europe, de la Corée, du Japon. Ça représente largement les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans les engagements, effectivement, on peut être optimiste, mais on voit bien aussi, il suffit de se retourner vers le Conseil d'État ce matin qui dit que la France ne respecte pas ses engagements et qu'il faut qu'elle accélère. C'est quand même bien là la réalité. C'est là aussi la réalité de la Convention citoyenne sur le climat, dont les propositions étaient extrêmement pertinentes et qui risquent de ne pas être prises. En tout cas, on sera loin du compte et il y a vraiment un risque que la France ne respecte pas ses objectifs à horizon 2040 et au-delà. Camille, est-ce que vous avez prévu de... Je peux me permettre oui. une petite phrase. Enfin, pardon, avant qu'on change de sujet, j'ai juste une micro-remarque que je pensais qui est super importante. Ça n'est vraiment 10 secondes. Aussi, ce que ça révèle pour moi, c'est que quand il y a une crise, on le voit que les plus précaires sont les premiers qui payent les conséquences. Là, on le voit, c'est ceux qui sont au front. C'est tous ceux qui doivent continuer à travailler. On l'a vu avec les entreprises comme Amazon qui restent ouvertes. On l'a vu avec les petits commerçants. On l'a vu avec les infirmiers, etc. Donc, en fait, on voit encore une fois à quel point le social est important. Et dans cette crise climatique, quelque chose qu'il ne faut vraiment pas qu'on oublie, c'est que le rapport d'Oxfam est sorti il y a quelques semaines qui montre bien que c'est 10% de la population, des plus riches de la population, qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre et que pourtant, ceux qui payent les conséquences sont les plus précaires, qui se tapent les montées des eaux, les sécheresses et même chez nous qui vivent près des usines, etc. Donc vraiment se rappeler que l'urgence sociale et climatique sont extrêmement liées. Je crois que cette crise nous le rappelle encore une fois et qu'il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie dans la crise climatique. Camille, vous avez prévu une seconde vidéo pour ce second confinement ou pas? Bien sûr, on en a une qui va sortir sur la désobéissance civile et sur les glaciers aussi. Plein de choses arrivent si vous restez connectés. Et les actions dont on est prêt, alors c'est quoi la prochaine action ? Ah, ben là, on se concentrait beaucoup sur le vote du budget au niveau européen avec Pierre Larouturou, qui du coup a fait une interview avec Jean Jouzel sur ce qui va se passer. En fait, donc là, le 10 décembre et le 12 décembre, il y a un vote au niveau européen qui est démentiel et qui va savoir si on va ou pas mettre de l'argent sur la table concrètement pour financer cette transition au niveau européen.
C'est pour ça que Pierre Larouturou avait fait la grève de la faim. Et Donc l'a on fait prépare plein toujours. de petites choses. Elle a fait toujours. Et il recommence doucement à manger du bouillon pour pas Ouais, que pour pas. que les hôpitaux soient saturés. Mais Des il continue le combat continue. Ça devient un mouvement maintenant. Un combat Merci. donc à relayer dans les médias. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à cette session et merci à tous ceux qui nous ont Merci suivis. à toutes les deux, Merci à Camille vous. et Camille. Merci beaucoup. Merci Camille, merci Jean-Joseph. Merci à toute la technique aussi qui a été au taquet. Complètement. Merci.